Hey, salut tout le monde, c'est Eric de Jouer Solo. Donc aujourd'hui, je vous offre une vidéo explicative des règles de Pax Pamir deuxième édition. Je vais vous montrer comment mettre en place le jeu et ensuite toutes les règles pour jouer à Pax Pamir. À tout de suite! Pour mettre en place une partie de Pax Pamir, il faut d'abord séparer les cartes cours et événements. Mélanger les cartes cours et créer 6 piles de 5 cartes plus le nombre de joueurs autour de la table. Le restant des cartes retournent dans la boîte et ne seront pas utilisées lors de cette partie. L'ordre des piles est importante. Prenez maintenant les 4 cartes rouges appelées cartes de domination et placez-les dans les 4 paquets les plus à droite. Mélangez les cartes événements, placez 2 cartes dans la seconde pile à partir de la gauche et une carte pour chacune des piles vers la droite. Finalement, mélangez chacune des 6 piles indépendamment et empilez-les les unes sur les autres pour que la pile au sommet soit la pile sans aucune carte domination. En commençant par le premier espace de la rangée du dessus, remplissez le marché en plaçant une carte par espace. Chaque joueur reçoit un plateau de joueurs, 11 cylindres de la même couleur, un cadran de loyauté et 4 rupies. Et placez un cylindre de la couleur des joueurs sur l'emplacement 0 de la piste de points. Le restant des rupies ainsi que les blocs de coalition doivent être placés près du tapis de jeu. Après avoir examiné les cartes disponibles dans le marché, chacun des joueurs choisit sa faction de départ. Le dernier joueur à l'avoir choisi commence la partie. Et voilà, vous êtes fin prêt à débuter. Il existe 2 façons de gagner une partie. La première est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la 4e ronde de pointage. Vous pouvez également gagner la partie si à n'importe quel moment, vous avez 4 points d'avance sur le second meilleur joueur. Un tour de jeu dans Pax Pamir est relativement simple. Un joueur peut prendre 2 actions et autant d'actions gratuites disponibles. Les actions sont divisées en 2 grandes catégories, les actions de base et les actions de carte. Les 2 actions de base sont d'acheter une carte ou de jouer une carte. Pour acheter une carte, il faut payer un nombre de rupies équivalent à l'emplacement de la carte en plaçant 1 rupie par carte qui la précède et en prenant la carte ainsi que tous les rupies qui étaient présents sur celle-ci lors de l'achat. Si une des cartes de la rangée est manquante, il faut placer un rupie sur la carte du même emplacement de la rangée opposée. Notez qu'il est interdit d'acheter une carte sur laquelle on a déjà placé des rupies pendant son tour. Prenez également note que le coût des cartes est doublé lorsque le secteur militaire est favorisé. Lorsqu'une carte événement est achetée, celle-ci prend automatiquement effet et ne doit pas être jouée. Lorsqu'une carte de domination est achetée, on procède immédiatement au pointage. Je vous expliquerai plus en détail le pointage plus loin dans la vidéo. Pour jouer une carte, il suffit de placer la carte dans sa cour et d'effectuer les actions d'impact de la carte. Notez que vous pouvez seulement placer les cartes aux extrémités de votre cour et jamais à l'intérieur de votre cour. Ceci est important pour le déplacement des espions. Si vous jouez une carte d'une région qui est contrôlée par un autre joueur, vous devez payer 1 rupie par tribu de l'autre joueur sur cette région. Prenons maintenant le temps de décortiquer les cartes pour les comprendre. Chaque carte est associée à un des 4 secteurs et comporte un rang correspondant à un nombre d'étoiles. Les 4 secteurs sont l'économie, représentée par un cercle jaune et du blé, le secteur politique, un cercle mauve et une couronne, le secteur militaire, un cercle rouge et 2 épées, et le secteur d'espionnage, un cercle bleu et un œil. Les étoiles, quant à elles, représentent 2 choses. D'abord, elles représentent la force des actions de la carte. Ensuite, le total de chacune des étoiles dans le secteur respectif donne des privilèges aux joueurs. Les étoiles jaunes protègent le joueur de l'action de taxe. Lorsqu'un joueur est taxé, ces étoiles déterminent un seuil sous lequel le joueur ne peut être taxé. Par exemple, un joueur qui possède 2 étoiles jaunes dans sa cour ne peut jamais être taxé de sorte qu'il lui reste moins que 2 rupies en banque. Les étoiles mauves augmentent le nombre de cartes qu'un joueur peut avoir dans sa cour. Au début de la partie, un joueur peut avoir un maximum de 3 cartes dans sa cour. Chaque étoile augmente de 1 l'espace dans sa cour. Les étoiles bleues augmentent le nombre de cartes en main du joueur. Au début de la partie, les joueurs ont une main maximum de 2 cartes et chaque étoile augmente de 1 les cartes qu'il peut avoir en main. Finalement, les étoiles rouges permettent seulement de départager un bris d'égalité en fin de partie. Dans le coin supérieur droite, on retrouve 2 autres informations importantes. D'abord, la région de la carte ainsi que les icônes d'impact.
La région détermine où les impacts de la carte prendront place. Je vous rappelle également que lorsque vous jouez une carte d'une région qui est sous le contrôle d'un autre joueur, vous devez lui payer des rupies équivalents au nombre de tribus présents dans cette région et appartenant au joueur qui la contrôle. Les impacts, quant à eux, permettent aux joueurs de faire des actions lorsque ces cartes sont jouées. Le chameau permet de placer une route de sa coalition à partir de la région de la carte en question à une région adjacente. Le fusil permet de mettre en place une armée de sa coalition sur la région de la carte. Le cylindre sur la carte permet de placer un de ces cylindres sur une carte de n'importe quel joueur qui correspond à la même région que la carte jouée. Le cylindre avec la couronne permet de placer un cylindre appelé tribu sur la région de la carte. Cette action permet de prendre le contrôle d'une région. Pour avoir le contrôle d'une région, vous devez avoir au moins une tribu en place, en plus de posséder plus de pièces que les autres joueurs sur la région. On compte ici les tribus et les armées. Si c'est le cas, prenez le jeton de la région et placez-les près de votre plateau de jeu. En cas d'égalité, personne ne contrôle la région. Il est important de vérifier le contrôle des régions à chaque fois qu'une tribu ou une armée est jouée ou éliminée. La pesée permet d'emprunter 2 rupies de la banque. Notez que si cette carte est perdue, il faut repayer la banque et que si vous n'avez pas les moyens de payer en rupies, vous devez défausser des cartes de votre main ou de votre cour. Finalement, l'icône de secteur permet de changer le secteur favorisé en déplaçant le marqueur sur le tableau. Lorsqu'on joue une carte, il est obligatoire de jouer chacun des impacts représentés sur celle-ci. S'il ne reste plus de blocs coalition dans la réserve ou de cylindres sur votre plateau, laissez tomber ces actions. Les cartes qui possèdent un bandeau de couleurs sont appelées patriotes. Lorsqu'une carte patriote est jouée, le joueur doit automatiquement changer sa faction à celle représentée par le patriote en question. Nous parlerons des changements de faction un peu plus loin dans la vidéo. Il est également possible d'utiliser ces actions en jouant une action de carte. Notez qu'une carte peut être utilisée qu'une seule fois par tour, peu importe le nombre d'actions inscrites sur celle-ci. Il est aussi possible de prendre des actions gratuites en fonction du secteur favorisé. Par exemple, si le secteur favorisé est la politique et qu'un joueur possède des cartes politiques dans sa cour, celui-ci peut prendre une action par carte sans payer le coût d'action. La règle d'une action par carte s'applique peu importe si elle est gratuite ou non. Il est également possible d'utiliser des actions gratuites de différents secteurs si le secteur favorisé change pendant le même tour d'un joueur. Par exemple, un joueur pourrait commencer son tour dans le secteur politique, faire des actions gratuites de ses cartes politiques dans sa cour, pour ensuite jouer une carte qui change le secteur favorisé à économique et entreprendre des actions gratuites du secteur économique dans sa cour. Les actions de cartes sont les suivantes. L'action construction permet à un joueur qui contrôle une région de construire au prix de 2 rupies une armée ou une route sur la région qu'il contrôle. Un maximum de 3 blocs peuvent être construits et il est possible de construire un mélange d'armées et de routes. Notez que les actions de cartes qui demandent de payer un nombre de rupies doivent toujours être payées de droite à gauche sur le marché. Pour une construction de 2 routes, par exemple, je déposerai mes 4 rupies sur ces cartes. L'action de taxation permet de taxer un nombre de rupies représenté par la force de la carte d'un joueur qui possède dans sa cour une carte qui appartient à une région que l'on contrôle. Je vous rappelle que si le joueur possède dans sa cour des cartes avec des étoiles jaunes, celui-ci ne peut tomber en dessous de ce nombre de rupies. Le joueur peut également taxer n'importe quelle carte du marché. Il est possible de percevoir des taxes de plusieurs sources en respectant le nombre maximal de rupies. L'action cadeau permet d'acheter dans l'ordre de son choix un des 3 cadeaux disponibles propres à sa faction. Encore une fois, il faut payer le marché à partir de la droite. L'ordre de marche permet de déplacer un ou des armées ou un ou des espions d'un nombre de mouvements équivalent au rang de l'action. Les armées se déplacent via les routes alors que les espions se déplacent d'une carte à l'autre en suivant l'ordre des cartes. Les cartes du tableau des joueurs forment un cercle dans lequel les joueurs peuvent déplacer leurs espions. L'action de trahison permet, au coût de 2 rupies payées à droite du marché, d'assassiner une carte sur laquelle vous possédez un espion. Cette carte peut appartenir à un autre joueur ou à vous.
Lorsque vous assassinez une carte, la carte est défaussée si elle ne comporte pas de prix. Les prix sont indiqués au bas de la carte par un ruban de couleur de faction. Si elle comporte un prix, vous avez le choix de garder le prix ou de le défausser. Notez que si vous acceptez un prix qui appartient à une faction autre que la vôtre, vous allez automatiquement changer de faction. Nous y reviendrons un peu plus loin dans la vidéo. Finalement, l'action combat permet d'enclencher un combat dans une région ou sur une carte. Sur une région, retirez n'importe quelle combinaison d'armées, de routes ou de tribus équivalent au rang de votre action. Vous ne pouvez cependant pas retirer plus d'unités que vous avez d'armées présentes sur le territoire. De plus, vous ne pouvez pas retirer des armées, routes ou tribus qui partagent votre faction. Sur une carte, en suivant les mêmes règles de rang, vous ne pouvez retirer plus d'espions que vous en avez vous-même sur cette carte. Un mot sur les espions. Lorsqu'une carte de cours possède plus d'espions d'un joueur adverse que celle du joueur, celle-ci est considérée prise en otage. Lorsqu'une carte est prise en otage, il faut payer au joueur adverse avec le plus d'espions sur la carte un pot de vin égal au nombre d'espions qu'il possède sur celle-ci. Les habiletés spéciales marquées dans les rectangles ne peuvent jamais être prises en otage. Pour changer de faction, vous devez soit jouer un patriote ou réclamer un prix d'une autre faction. À ce moment, changez votre cadran pour représenter la nouvelle faction. Perdez tous vos cadeaux, prix et patriotes associés à votre ancienne faction. Dans Pax Pamir, il existe la règle de renversement. Si vous perdez votre dernière tribu dans une région, vous devez immédiatement défausser toutes les cartes politiques associées à cette région dans votre cours. De même, si vous perdez la dernière carte politique de votre cours associée à une région, vous devez immédiatement retirer toutes vos tribus de cette région. Gardez cette règle en mémoire principalement lorsque des cartes trahison sont jouées ou lorsque vous changez de faction. Après avoir joué ces deux actions ainsi que ces actions supplémentaires, un joueur doit vérifier sa main pour s'assurer qu'il respecte le nombre de cartes maximales qu'il peut avoir en sa possession. Les cartes qui excèdent 2 plus les étoiles bleues dans sa cour doivent être défaussées. On fait ensuite la même chose avec les cartes de cour. Celles-ci ne doivent pas excéder 3 plus le nombre d'étoiles mauves dans sa cour. Notez également que c'est la seule façon de se départir d'une carte de cour. Si une carte d'événement se trouve dans la colonne 0 du marché à la fin du tour, celle-ci est jouée automatiquement. Tous les joueurs subissent alors l'effet indiqué au haut de la carte. On déplace ensuite les cartes restantes du marché vers la gauche pour éliminer les espaces vides et on remplit le marché de nouvelles cartes. Si une seconde carte de domination est révélée, on passe immédiatement au contrôle de dominance. Tous les points dans le jeu sont marqués à travers le contrôle de dominance. Celui-ci s'exécute au moment où un joueur achète une carte de domination ou lorsque 2 cartes de domination sont révélées dans le marché. Si lors du contrôle de dominance, une faction possède plus de 4 blocs en jeu qu'une autre faction, la domination est une réussite. Les joueurs de cette faction comptent leur influence afin de savoir qui remporte combien de points. L'influence est calculée de la manière suivante. 1 point pour la faction sur le cadran, 1 point par cadeau acheté, 1 point par prix réclamé et finalement 1 point par patriote présent dans sa cour. Le joueur ayant le plus d'influence remporte 5 points, le second 3 et le dernier 1. S'il y a une égalité entre joueurs, on ajoute le nombre de points pour les places qu'occupent les joueurs et on divise le total par le nombre de joueurs. Finalement, on arrondit à l'inférieur. Par exemple, si 2 joueurs possèdent la même influence et se disputent la première place, on ajoute les points de la première place, soit 5, avec les points de la seconde place, soit 3, et on divise par 2 pour le nombre de joueurs, ce qui fait un total de 8 points, donc 4 points par joueur. Après avoir calculé les points, tous les blocs de coalition sont enlevés de la carte, les régions connaissent ainsi une période de paix. Si le contrôle de dominance est un échec, et donc qu'aucune faction ne possède plus de 4 blocs en jeu que les autres factions, les joueurs calculent le nombre de cylindres qu'ils ont en jeu. Le joueur avec le plus de cylindres en jeu marque 3 points et le second 1 point. Les égalités sont calculées de la même façon. Par contre, les blocs restent sur la table et ne sont pas retirés de la carte.
Finalement, lors du dernier contrôle de domination, soit lorsque la 4e carte domination est déclenchée, tous les points obtenus lors de ce contrôle sont doublés. En cas d'égalité, lors du pointage final, le joueur ayant le plus d'étoiles rouges dans sa cour gagne la partie. Donc voilà, c'est ce qui conclut les règles et la mise en place de Pax Pamir. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vais faire une deuxième vidéo explicative des règles pour la variante solo qui devrait apparaître la semaine prochaine. Donc, n'oubliez pas de jouer solo.